TVL a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 €. 0. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TVL présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. D'après un sondage paru l'année dernière, les Français ont un véritable intérêt, voire une véritable passion pour l'histoire, pour leur histoire. Et paradoxalement, c'est à l'heure où l'enseignement de l'histoire dans le primaire ou le secondaire devient parfois anecdotique que l'édition historique se porte au mieux. Pour s'en rendre compte, il suffit pour cela de fréquenter les allées des nombreux salons du livre d'histoire qui se tiennent un peu partout en France ou de mesurer le succès par exemple des rendez-vous de l'histoire de Blois, voire celui des reconstitutions historiques. Et cette histoire, cette mémoire, notre mémoire, elle doit être racontée, car c'est un récit. Et ce récit a besoin d'être structuré par la chronologie, bien évidemment, mais aussi par les actions des hommes et des femmes qui l'écrivirent. Car nous avons besoin de repères, besoin d'une sorte de carte mentale de l'histoire. Ces repères, notre invité d'aujourd'hui va nous les donner au travers d'événements incontournables, de faits singuliers ou d'anecdotes populaires. En 49 petites histoires chronologiques et contextualisées, parfois amusantes mais surtout édifiantes, le livre retrace l'histoire de France en prenant pour repère ses grandes dates et ses figures principales, batailles célèbres, inventions primordiales, grandes découvertes, œuvres d'art majeures et personnages illustres qui ont façonné siècle après siècle le destin de ce pays. Notre invité Marc Lefrançois. Bonjour Marc Lefrançois. Alors après avoir enseigné l'histoire, la littérature, vous êtes actuellement professeur de culture générale à l'École supérieure des pays de la Loire et vous avez fait une spécialité d'écrire non pas des grandes biographies ou de volumineuses études historiques, mais plutôt des ouvrages que je qualifierais de livres à picorer. C'est-à-dire qu'on peut les feuilleter, s'arrêter de les lire, reprendre un chapitre dans un sens ou dans un autre. Et je dois dire que c'est un format finalement assez agréable, assez intéressant et qui permet d'apprendre beaucoup de choses sans être assommant ou chronophage. Alors je vais en citer quelques-uns, ma dose quotidienne d'histoire. Là, c'est pour les drogués de l'histoire qui vous embarquent pour un tour du monde de l'histoire en 365 jours et c'était paru chez Armand Collin en 2021. Vous avez également écrit aussi des histoires insolites des rois et des reines de France chez City Éditions en 2013, l'histoire des grands résistants, toujours chez Armand Collin en 2022, ou encore les grandes criminels de l'histoire chez Armand Collin, et je vous avais reçu il y a quelques semaines de cela pour en parler. Donc là, nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce petit ouvrage. Il est petit mais dense, parce que dedans il y a 49. Alors pourquoi 49, vous nous le direz, petites histoires 49 petites histoires dans l'histoire de France. Alors déjà, pourquoi petite? Quelle est votre définition de petite histoire?
Comme vous avez remarqué, en fait, j'ai beaucoup écrit d'histoires insolites. En fait, ça témoigne vraiment de ma passion pour l'histoire, pour les faits un peu singuliers. Et je trouve effectivement ces anecdotes, parfois un peu décriées d'une façon un peu injuste, sont passionnantes parce qu'elles présentent une introduction pour la grande histoire. Et effectivement, au fil de mes lectures, je retrouve des faits un peu étranges, des saillies marquantes, des faits singuliers. Et ça me captive. Donc effectivement, j'ai voulu évoquer des faits marquants de l'histoire et puis effectivement des anecdotes un petit peu moins connues. Pour donner en quelque sorte le goût de l'histoire, le goût de l'émerveillement, cette capacité. Ça, c'est vraiment le parti pris du livre ? Ah oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de partager cette passion, de faire effectivement qu'on retrouve un petit peu le goût effectivement de l'histoire. Donc c'est une belle introduction à l'histoire, à notre culture. Donc c'est pour pousser évidemment le lecteur à aller un peu plus loin sur chaque partie. Effectivement, c'est à la fois, on peut dire, comme une sorte d'aide-mémoire, effectivement, pour se rappeler les faits marquants de notre histoire, donc les dates, les événements, quel roi, etc. Et puis, effectivement, peut-être qu'on sera marqué par telle ou telle histoire, et bien on aura envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, est-ce que vous vous définissez comme un passeur d'histoire ? Le mot est un peu à la mode. Oui, en fait, effectivement, par mon métier même d'enseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable attente et puis une certaine curiosité, si on savait effectivement un peu titiller cet esprit de curiosité. Et donc, effectivement, j'ai vraiment goût par l'écriture comme par l'enseignement également à transmettre en fait ma passion ou les connaissances historiques, et c'est tout à fait possible effectivement si on sait effectivement par quel biais introduire en fait cette connaissance. Et cette curiosité du public dont je parlais en préambule, est-ce que vous la sentez vraiment vous avec les lecteurs que vous pouvez rencontrer dans les salons ou bien vos étudiants ? Oui, puisque jamais, en fait, on sait qu'effectivement l'histoire est très populaire actuellement, et peut-être que ça procède d'un certain manque. Peut-être effectivement, par le passé, ils ont peut-être un peu trop survolé certains événements. Peut-être que maintenant, effectivement, on aborde moins telle période de l'histoire. Et là, il y a vraiment en fait un désir de combler ces manques ou d'approfondir en fait certaines connaissances. Parce que vous, l'enseignement aujourd'hui de l'histoire, vous qui avez été prof d'histoire, dans quelle classe vous enseignez ? Alors en fait, j'ai enseigné donc en chambre de commerce, chambre des métiers et aussi à l'université d'Angers. Donc différentes matières, l'histoire, le français, l'expression écrite, jusqu'à l'éloquence. Et donc effectivement là, je trouve que le terme de culture générale me correspond vraiment bien. Je veux pas en fait faire quelque chose d'un peu trop spécifique ni trop universitaire. Donc je ne veux pas galvauder non plus l'histoire. Donc effectivement, c'est vraiment une subtile harmonie, effectivement, entre une certaine rigueur, effectivement, du fait historique, et puis en même temps, en fait, rester en fait dans l'anecdotique, dans la curiosité, dans le plaisir, dans l'enthousiasme en fait de la découverte. Mais vous qui avez des élèves qui ont tous eu le bac, a priori, oui. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous sentez vraiment des lacunes dans l'enseignement qui a pu leur être donné en histoire ? Ah oui, parce que par exemple, j'ai mon petit test, je pose 3 questions simples. Une concerne le vase de Soissons, qui a cassé le vase de Soissons. Je leur parle du panache, d'Henri IV, et puis les taxis de la Marne. Donc je pose juste des questions sur ces 3 faits qui en fait me semblent caractéristiques de notre histoire, et je suis un peu atterré de voir qu'en fait assez peu d'élèves sont capables de répondre aux 3, ça certainement, et même à une seule. Et donc je pense qu'on a peut-être une sorte, peut-être pas de mépris, mais un peu de négligence par rapport aux grands faits. Peut-être qu'on trouvait que c'était donné, que ça allait de soi, ou qu'il fallait aller de l'avant, il fallait avoir une période un peu plus contemporaine. Et ça, il y a vraiment en fait un manque réel. Ça c'est sûr, effectivement, comme de même en expression écrite, on doit revoir des fois des bases pour la conjugaison, les règles d'accord. Eh bien l'histoire c'est la même chose. On doit revoir en fait effectivement des choses qui concernent l'histoire de France, le Moyen-Âge, la Révolution. Alors vous parliez justement de mépris. Est-ce que vous pensez que c'est un mépris pour les grands faits, pour les grands hommes, aussi pour les grandes actions ? Alors oui, la question se pose avec d'autant plus d'acuité que est sorti le film sur Napoléon, qui fait toujours que je n'ai débat. pas vu encore. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non plus. Donc j'ai également écrit sur Napoléon. Et donc il y a peut-être parce que ce sont des personnages qui ont fasciné, puis qui ont été également instrumentalisés. Il y a une sorte de délicatesse, de gêne presque en fait à évoquer ces personnages qui peuvent être en fait effectivement un peu trop marqués poétiquement ou idéologiquement, alors qu'en fait ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire de France, et il importe vraiment en fait de les étudier. Je ne dis pas de les aimer, mais en fait de chercher à les comprendre, de comprendre leur action et de comprendre comment ils ont marqué l'histoire de France. Donc pour vous, l'expression l'histoire par le petit bout de la lorgnette, c'est pas péjoratif ? Non, en fait Alexandre Dumas, beaucoup de romanciers en fait ont même privilégié ça, et même en recherchant même un peu l'apocryphe, le truculent, et en fait on se rend compte que ces anecdotes qui peuvent sembler un peu douteuses
d'autres, des fois sont véridiques. Et puis surtout, en fait, effectivement, elles témoigne beaucoup plus que en fait le fait qu'il est singulier, semble un peu isolé et ne pas avoir de conséquences. Ces anecdotes en fait sont pas à prendre comme ça hors contexte et souvent effectivement elles permettent de tisser d'autres liens et de comprendre effectivement telle période, tel fait, telle révolution. Alors comment vous avez fait pour parce qu'il a fallu donc pour 49, pourquoi 49? Alors j'aime à penser que je viens parce que j'habite Angers. Ah oui, voilà. Effectivement, c'est un hommage à mon département. Bon, heureusement que vous n'habitez pas le territoire de Belfort. Bah, on y viendra peut-être parce que voilà, le prochain livre sera 50 petites histoires de... D'accord. Oui, donc la question, comment éviter, ça doit être très très difficile de résumer comme ça, parce que nos téléspectateurs, je ne sais pas si on le voit, mais il n'y a pas plus de 3 pages finalement par chapitre. Oui. Alors c'est très bien fait, hein, il y a une petite frise chronologique, un petit rappel chrono, un encadré, mais donc comment faire pour éviter l'écueil de la simplification? Alors c'est amusant parce qu'en fait j'apprends aussi un peu l'esprit de synthèse à mes élèves. Et puis effectivement, en fait, d'abord il faut avoir une vue d'ensemble, puisqu'effectivement là j'embrasse quand même une vaste période, donc déjà le format impose d'être assez bref. Donc c'est assez difficile effectivement d'être assez bref et puis en même temps, sans être exhaustif, en fait d'aborder des points un petit peu particuliers. Et moi j'ai préféré effectivement que lorsqu'on a terminé le livre, en fait, de penser qu'on garde vraiment une vision nouvelle, un peu plus précise de notre histoire, d'une vue d'ensemble un peu plus juste. Donc, en fait, on arrive assez bien à évoquer le fait singulier sans rentrer effectivement dans les détails. Donc, effectivement, on doit faire des choix. Et puis, effectivement, il y a toujours un petit peu ce fait saillant que je mets en avant pour donner le goût, voilà, d'aller découvrir encore une autre histoire derrière. Alors, nous, on commence au Vase de Soissons, on va en parler, et ça se finit en mai 68. Est-ce que vous êtes attaché à avoir un certain équilibre, époque par époque, siècle par siècle? Oui, alors des fois c'est un petit peu difficile parce que évidemment par exemple le XXe siècle est extrêmement riche en faits et surtout en faits tragiques. Moi j'ai effectivement peut-être un peu plus d'intérêt pour l'Antiquité, alors j'ai dû faire des choix. J'ai commencé avec Clovis parce que je me souviens de cette phrase du général de Gaulle qui disait que l'histoire de France commence avec Clovis. Et puis en fait il y avait cette histoire du vase de Soissons. Alors j'ai la nostalgie des images d'Épinal et en fait je me souviens, je crois que c'était les chocolats. Enfin bon, c'est vrai que je suis un grand mangeur de chocolat et donc je me souviens des petites images effectivement. Dans les livres d'histoire. Et donc ce livre s'adresse à qui finalement? On a tendance, on dit bon c'est un livre sympa pour offrir à un gamin comme ça à Noël, mais ça, moi je l'ai parcouru, hein, j'ai même appris des choses, on va en parler. Ça s'adresse alors ça pourrait être très bien mes étudiants, ça pourrait être effectivement un public plus jeune, mais en fait effectivement je pense peut-être même un public plus âgé, parce qu'effectivement j'ai constaté ça effectivement de gens qui ont mon âge et qui en fait on se rendent compte qu'effectivement il y a quelque chose, un manque, ou alors il y a cette curiosité. Et donc on veut savoir, oui, on a entendu parler du panache blanc, et c'est quoi cette histoire? On a parlé de la brioche de la reine Marie-Antoinette, alors est-ce que c'est vrai? Et donc effectivement, c'était intéressant de faire ce livre pour vraiment le public le plus large possible. Alors on va maintenant évoquer quelques-uns de ces moments qui font partie du roman national. Et d'ailleurs, à propos de roman national, est-ce que vous pensez vraiment que le roman national est utile? Ou est-ce qu'il n'a pas tendance finalement à falsifier l'histoire par certains moments? Alors, pour rappeler encore, on parlait de Napoléon tout à l'heure, il y avait une citation de Napoléon qui m'amuse assez. En fait, il disait que l'histoire, c'est un mensonge sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Et on connaît aussi la phrase d'Alexandre Dumas. Et en fait, j'aime penser que, effectivement, même si ça participe un peu d'une sorte de romanesque de l'histoire, effectivement, qui va être idéologiquement manipulé, voilà, selon telle ou telle tendance. Bien, peu importe, en fait, le fait est saisissant et qu'effectivement, on va découvrir peut-être après qu'il est un peu apocryphe ou que, effectivement, comme la chanson de Roland, que, effectivement, les faits ont été un peu exacerbés. Mais en fait, c'est assez secondaire puisque, finalement, les personnages sont vrais ou de ce que ça dit, en fait, de notre histoire ou de cette époque ou des tendances ou des mentalités, c'est vrai. Donc, effectivement, je trouve qu'en fait, faut pas s'arrêter à ne pas vouloir évoquer telle figure parce qu'on pense qu'effectivement ça a été érigé en... voilà. Alors vous pensez pas, vous parliez de Gaulle tout à l'heure, on en parlait quand on préparait l'émission, que finalement le roman national, tout dépend qui l'écrit. Et je prends un exemple récent par exemple, la bataille de Montcornet, où Emmanuel Macron est venu inaugurer un monument à Montcornet. On sait très bien qu'il ne s'est rien passé à Montcornet.
Non, et on a stoppé les Allemands, mais ils non, mais les Allemands, même eux-mêmes n'en parlent même pas dans leur journaux de marche. Non. Alors moi, on les a effectivement, stoppés peut-être 2 heures, mais voilà, il ne s'est rien passé concrètement. Je pense que c'est l'idée. Alors qu'à Stone, mais là où De Gaulle n'était pas, là on a vraiment. Effectivement, là on parle effectivement d'une image, d'un symbole. En fait, De Gaulle, effectivement, c'est le symbole de la résistance. Donc on a voulu effectivement peut-être prendre un exemple de la résistance militaire, donc un des rares. Mais là, on a affaire à un vrai mensonge historique. Un accommodement. Oui. Donc, en fait, oui, clairement, c'est pas la grande victoire qu'on se plaît à évoquer. Et moi, par exemple, quand j'ai parlé du général de Gaulle dans mon livre sur les résistants, c'était autre chose qui m'intéressait, quoi. Donc, effectivement, il y a beaucoup de batailles qu'on va effectivement. Alors, en fait, pour tout vous dire, je préfère presque qu'on célèbre une victoire française qui n'a pas vraiment été une victoire, que plutôt effectivement qu'on a pu le faire récemment, en fait, célébrer Waterloo, alors qu'on n'a pas pensé à évoquer Austerlitz. Donc c'est toujours un peu dérangeant effectivement cette histoire quand on récupère une victoire, ou au contraire même qu'on se serve d'une défaite pour véhiculer quelque chose. Et là, en fait, j'ai vraiment tenu à prendre une distance. D'ailleurs, comme quand j'enseigne, vraiment, je suis de la plus grande neutralité possible, parce qu'en fait, je veux pas qu'un discours politique vienne s'interposer entre le fait historique ou entre ma passion et puis effectivement ce que je vais délivrer. Alors, on va commencer effectivement par l'épisode archi connu du vase de Soissons. Est-ce que l'histoire est vraie ? Alors, archi connu, plus tellement. Plus tellement, bon, d'accord. Alors, évidemment, les temps sont lointains, donc l'histoire est probablement apocryphe, mais j'aime à penser qu'elle est vraie. Parce qu'en fait, elle correspond vraiment bien à la mentalité de Clovis, aux mœurs de l'époque, et peut-être effectivement, ça a été un peu déformé, mais en fait, ça correspond tout à fait à une réalité. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence de Clovis, qui était en fait un redoutable guerrier, mais en fait, c'était également un grand homme d'État. Il avait très bien compris, en fait, l'importance de tisser une alliance avec le clergé. Et cette histoire du vase de Soissons, c'est ça en fait. En gros, l'histoire, c'est après la victoire contre Syagrius en 486, les Francs ont le droit de se répartir le butin et un partage est fait. Et là, en fait, l'évêque vient de demander, puisque son église a été pillée, à Clovis s'il peut récupérer un vase particulièrement précieux. Et là, Clovis, en fait, veut s'arranger en fait les bonnes grâces de l'évêque. Il comprend tout de suite l'importance future. Un guerrier franc refuse, prend sa francisque et brise en fait le vase en disant voilà, tu n'auras que ce que le sort t'a désigné. Tu ne recevras, oui. Tu ne recevras que ce que le sort te donnera. Te donnera, et effectivement là on a l'esprit un peu mesquin mais un peu revanchard de Clovis qui quelque temps après, un an après en fait passe donc une revue d'armes ses guerriers, voilà, et donc il passe devant le guerrier en question, et là il remarque qu'en fait les armes sont mal entretenues. Il jette les armes au sol en disant voilà, qu'est-ce que c'est que ces armes qui sont dans un état déplorable. Le guerrier se penche pour ramasser ses armes, et là effectivement grand coup de francisque de Clovis. Il lui casse la tête. Alors, cette histoire, je ne sais pas si on peut dire une légende, mais elle a commencé à prendre forme à quelle époque ? En fait, très, très rapidement, puisqu'en fait on en avait déjà des chroniqueurs. Je pense qu'à l'époque carolingienne aussi, en fait, on aimait bien, un petit peu peut-être embellir en fait les origines franques. Donc on n'hésitait pas en fait à mettre en avant les valeurs guerrières, martiales, et puis effectivement l'intelligence ou même une sorte de violence d'État en fait qu'on trouvait légitime. Alors on va passer même juste à peine 200 ans, et là c'est l'histoire du roi Dagobert. Alors là, tous les enfants de France connaissent quand même la chanson du roi Dagobert qui met sa culotte à l'envers. Finalement, Dagobert, c'était plutôt un roi plutôt pas mal, d'après ce que je lis. Oui, en dehors des 10 000 Bulgares qu'il aurait. Oui, non, mais j'entends en fait. D'ailleurs, en fait, c'est encore une injustice d'histoire, parce que Dagobert, effectivement, de toute la lignée des rois. C'est pas le Bénet que présente la chanson. Et en fait, non, au contraire, c'est peut-être un des plus grands rois de son temps. Oui. Alors, et là, effectivement, vous avez raison de parler des mensonges de l'histoire, parce qu'en fait, tous, on a écouté cette comptine, et donc on a l'image d'un Bénet, qui se trompe même, en fait, qui est incapable de. Alors qu'en fait, c'est un grand homme d'État qui était appuyé effectivement par un ministre Saint-Éloi, qui était très intelligent. Pourquoi en fait il y a cette histoire de culotte? C'est simplement effectivement c'est une mise en scène. En fait, en gros, effectivement, ça a été inventé pendant la Révolution pour se moquer du roi. Pendant la Révolution. Alors, si je me souviens bien, c'était juste avant, à l'époque révolutionnaire, mais pré-révolutionnaire, et c'était une façon détournée de se moquer de Louis XVI, puisqu'à l'époque
l'époque, il fallait encore être un peu prudent. Et donc, c'était voilà, une critique indirecte de la monarchie, quoi. Et donc, en fait, effectivement, au final, Dagobert, ça a plutôt été un bon roi au sens étatique, puisqu'il a renforcé l'autorité de l'État. Enfin, il a fait un certain nombre de choses. Donc, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a gardée, quoi. Et puis, avec une attaque aussi sur la reine, sur Marie-Antoinette, parce que enfin là, vous donnez le texte original de la chanson, et effectivement, quand le roi remet sa culotte à l'endroit, donc il découvre sa peau, et le grand Saint-Éloi lui dit au mon roi, vous avez la peau plus noire qu'un corbeau. Bah, lui dit le roi, la reine l'a bien plus noire que moi. Voilà. Et maintenant, allez, on va redéconstruire un petit mythe, c'est la bataille de Roncevaux. C'est vraiment une bataille ou c'est... Alors c'est pareil. Parce que là encore, on en fait des caisses. On pourrait même presque dire que tout est faux dans cette histoire, quoi. Enfin, voilà, c'est peut-être un fait presque de brigandage ou une vengeance aussi, parce qu'effectivement, contre Saragosse qui a été pillé. En fait, c'est pas vraiment une bataille, c'est plutôt une sorte effectivement de combat d'arrière-garde, puisque Roland en fait commande en fait l'arrière-garde, la troupe, voilà, avec Charlemagne est au loin, et donc effectivement à l'arrière, il y a les vivres, les blessés. Voilà, enfin, et donc en fait c'est une troupe moindre qui est prise d'assaut en fait par des montagnards, sans doute alliés avec des musulmans de Saragosse. Mais en fait c'est pas du tout c'est une bataille qui a aucune importance stratégique. Une bataille plus que mineure. Roland lui-même, en fait, c'est un personnage finalement assez peu important, assez fade. Et alors, pourquoi cette histoire? Pourquoi ça nous a marqué? C'est simplement, alors moi j'aime bien, parce qu'effectivement je suis un passionné de littérature, là on voit la puissance du fait littéraire, c'est qu'en fait, effectivement, ça a donné une chanson de geste, donc la chanson de Roland. Et je pense qu'il y a eu effectivement là un véritable mythe par rapport au mythe de la chevalerie. C'est peut-être la naissance du mythe de la chevalerie avec effectivement cette épée, enfin ce combat, l'idée le corps qui sonne, enfin, on est dans le tragique en fait. Donc il y a une vraie puissance dans la narration qui fait qu'en fait, effectivement, cette histoire qui était juste un petit fait anecdotique est devenue en fait presque un récit national, quoi. Donc on voit en fait aussi la transformation. Là cette fois-ci en fait ce n'est pas une volonté politique, en fait c'est plutôt en fait une volonté poétique qui érige en fait un fait singulier en fait historique national, quoi. Alors vous présentez également des dates charnières, notamment la bataille de Bouvines. Oui, alors là encore vous présentez là comme qui est une vraie grande bataille, mais qui est surtout la naissance d'une nation, dites-vous. Et en fait, effectivement, on retient toujours 1515. En fait, on oublie la bataille de Bouvines, en fait, qui a lieu évidemment, donc si je me souviens bien, en 1214. Et donc, on a en fait un roi que je trouve vraiment très intéressant, Philippe Auguste, et qui se bat en fait contre une coalition, voilà, l'empereur Othon, etc. Et le combat devait être perdu. En plus, c'était le fameux dimanche de Bouvines, donc normalement on ne devait pas se battre. Donc on a pensé que les Français seraient un petit peu mous. Et là, la bataille est beaucoup plus importante qu'on ne le pense et qu'on ne le dit. En fait, alors c'est peut-être effectivement pour établir quelque chose par rapport à Marignan, voilà, dont on parle souvent. C'est que c'est la naissance en fait du sentiment national. Voilà, le sentiment d'appartenir à une communauté nationale, à un peuple. Et effectivement, ça va être c'est une grande victoire contre une coalition qui va être beaucoup plus forte en fait que l'impact réel qu'elle aura d'un point de vue stratégique. En fait, elle marque aussi un peu la naissance de la France. Oui, parce que finalement, Marignan n'a aucun intérêt. Bah non, en plus, voilà, c'est dans nos guerres de conquête. Alors pourquoi est-ce que Marignan a été mis plus en avant que Bouvines? Parce que la date est plus facile à retenir, mais bon, 1214, 1515... c'est pas impossible. Et puis, en fait, il y a le personnage quand même de François Ier. Ce roi est fascinant, quoi. Enfin, un colosse brillant, une cour brillante, etc. Donc, je pense que tout à fait qu'en fait, on a retenu Marignan plutôt que Bouvines. Et en fait, au final... Mais Marignan ne fonde rien. Non, ne fonde rien du tout. En plus... ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après Marignan, il y a Pavie, 10 ans après, qui a été une défaite terrible, quoi. Donc on aurait dû même occulter Marignan, parce que finalement, ça n'a pas débouché sur une ère glorieuse. Donc là, on a vraiment un roman national qui a été écrit, et par qui, concernant Marignan? Alors, en fait, je pense que c'est tous nos historiens du 19e, 20e siècle, parce qu'effectivement, je pense qu'on a décidé on a choisi nos rois. Donc, on avait François Ier, Henri IV, et puis Louis XIV, quoi, pour faire un résumé un peu grossier. Je pense qu'en fait, on a un peu synthétisé, on a retenu un peu les grandes batailles de ces époques-là, et donc on s'est un petit peu moins intéressé aux périodes un peu plus lointaines, quoi. Alors, vous avez aussi un titre provocateur, je trouve, concernant Louis XI. Posez la question, est-ce que c'est le pire roi de France?
Alors, pour moi, non. Pour moi, c'est François Ier, le pire roi de France. Alors, François Ier, je ne vous cache pas, j'ai une certaine tendresse par rapport à comment il s'appelle, Léonard de Vinci. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oui. Mais, alors, pour l'anecdote, pour Louis XI, ça va vous amuser, parce que je vais vous parler un peu de mes lecteurs. Allez-y. C'est que je me suis fait disputer, en fait, par deux lecteurs, en l'occurrence deux lectrices. Une m'a dit, en fait, mais en fait, vous êtes vraiment méchant et injuste avec Louis XI. Vous dites qu'il est épouvantable, c'était un roi cruel, mais il n'était pas du tout comme ça, c'était un de nos plus grands rois, etc. Enfin, j'ai eu un message assez long. Et quelqu'un d'autre, en fait, effectivement, m'a dit, mais tout l'inverse. Donc, effectivement, en fait, vous êtes vraiment trop gentil, vous avez été vraiment un peu généreux avec lui, alors que, enfin, bref, et donc, effectivement, on voit qu'on projette un peu toujours sa subjectivité. Alors, il y a, encore comme tous les faits historiques, sa part de vérité, de mensonge. On a l'image, en fait, des fameuses fillettes, en fait. Donc, c'était des cages où il aura ça, c'est faux. En fait, oui, c'est faux. C'était pas vraiment. Alors, c'était une forme de torture, puisqu'on pouvait ni s'asseoir, ni se tenir debout, etc. Et donc, en fait, non, vous dites qu'il y avait un lit ou une table dans les cellules. Oui, en fait, au final, c'était beaucoup plus confortable. Enfin, je ne vais pas dire confortable, oui, voilà, c'est nuancé. Donc, en fait, c'était un roi injustement traité, parce qu'effectivement, il n'y avait rien de glorieux. Hein. Il s'habillait très pauvrement, il était très pieux, c'était un homme simple. Donc, alors même, peut-être qu'on aurait préféré un roi qui se comportait en roi. Et en fait, finalement, ça a été quelqu'un, on ressort souvent sa citation, donc il faut savoir dissimuler pour gouverner, quoi. Enfin, qui ne sait dissimuler ne... Puis c'était un adolescent rebelle. Oui, voilà, donc avec une petite embrouille par rapport à la maîtresse de son père. Mais en fait, je pense que c'était vraiment sans doute un de nos plus grands rois. Mais effectivement, il a eu ce traitement un peu injuste parce qu'il n'y avait pas le face qu'on attend d'un roi. Donc effectivement, et puis on a brodé effectivement sur ses méchancetés. Mais évidemment, comme c'était un roi calculateur qui appréciait particulièrement l'art délicat du complot, là, évidemment, il n'a pas le même traitement que un Louis XIV, par exemple. Qui avait fort à faire avec ses voisins bourguignons. Alors, vous évoquez également quelques mystères, et l'histoire de France en regorge. Le plus connu est celui du masque de fer, mais je suis très très déçu parce que vous le résolvez pas. En fait, c'est comme le trésor des Templiers. Alors, il y a toujours des pistes, on a toujours aussi un peu nos favoris. Moi, j'aime bien la version évidemment d'Alexandre Dumas avec le frère du roi. Est-ce qu'on le saura un jour? Il y a peu de chance. Ouais, il y a quand même peu de chance. Certains pensent même que ça aurait été complètement faux. En fait, ça aurait été effectivement le gouverneur de la prison qui voulait en fait se donner du prestige. Et donc, effectivement, il aurait inventé un personnage mystérieux, prestigieux, appartenant soi-disant au plus haut niveau de la cour, pour en fait montrer à quel point lui, il était en fait un puissant personnage. Donc, en fait, il y a plein d'énigmes. Donc, c'est effectivement peut-être une idée après d'aller voir un petit peu plus loin et puis de se faire sa propre opinion. Mais j'ai abordé en fait les anecdotes et les mystères parce qu'effectivement, pour moi, c'est ce qui fait le piment de l'histoire de France. C'est des fois un petit peu négligé et même un peu traité avec un regard un petit peu méprisant. Mais c'est vraiment ce qui donne la curiosité, le goût de l'histoire. C'est en fait c'est le mystère, toujours le mystère, quoi. Donc certains n'en sont pas vraiment. On se demande même si le trésor des Templiers a vraiment existé. Oui, j'allais vous demander, vous avez des pistes pour le trésor? Je pense qu'il faut encore creuser à Gisors. Mais certains pensent qu'il est parti en Écosse. Par même des détours un peu obscurs, on l'envoie même aux États-Unis, bien des années après, évidemment. Donc il n'est pas impossible, comme certains trésors, en fait, qu'il n'ait pas vraiment existé. Voilà. Donc, on s'attend effectivement à un trésor classique. Donc, moi, j'aime à croire quand même qu'effectivement, il est quelque part. Il y a des trésors comme ça assez fabuleux qui restent encore à découvrir. Donc, ça, c'est fascinant, quoi. Le trésor des Visigoths, le trésor du roi Alaric, etc. En fait, on sait, c'est attesté qu'ils existent. Ça, c'est quelque chose de vraiment passionnant, quoi. Alors, autre mystère, là j'ai vraiment appris quelque chose, c'est la Mauresse de Moret. Alors, qui est cette Mauresse de Moret? Alors, qui était l'enfant caché de Versailles? Oui, alors on tient cette histoire toujours un peu au commère de l'époque, en l'occurrence cet excellent duc de Saint-Simon. Et après Voltaire, donc on a quand même avec une langue perfide. Ah oui, oui. Alors quelqu'un qui s'intéressait vraiment un peu au radeau, mais en même temps une écriture magnifique. Hein, Saint-Simon et Voltaire, donc les plus grands esprits de leur temps. Donc avait également ce goût pour le mystère, c'est l'anecdote. Et donc il y a une histoire avec, on voit effectivement Bontemps, le valet du roi qui se rend. Alors, donc on replace dans le contexte, on est sous Louis XIV. Oui. Et donc effectivement il y a un personnage
personnage un peu bizarre dans les environs de Fontainebleau, si je me souviens bien, donc dans un monastère, et qui est élevé apparemment avec effectivement dans le plus grand respect, dans le plus grand luxe. Et puis effectivement, il y a de puissants personnages qui viennent voir cette jeune femme, qui est un peu particulière, puisqu'effectivement, elle a un teint particulièrement allé. Et en fait, à un moment donné, elle leur est lâchée, tiens, il y a mon frère qui se promène, et donc c'était le roi. Enfin, ouais. Bref, et on se pose des questions. Et apparemment, donc d'après Saint-Simon, Voltaire, et puis en fait de puissants personnages, donc il y a différentes hypothèses. Et il y a deux hypothèses majeures. Alors, le personnage vraiment a existé. La Mauresse. Donc elle avait vraiment une apparence nord-africaine. Effectivement, une inférence fortement même africaine. Ouais. Donc, les deux histoires sont Mauresque, c'était. Oui, en fait, effectivement, à l'époque, c'était le terme. Afrique, ouais. Donc certains pensent qu'en fait, ce serait l'enfant de Louis XIV, qu'il aurait eu effectivement avec personnes d'origine africaine. Mais plus troublant Il y a encore. beaucoup de personnes d'origine africaine. En fait, il y avait notamment des nains qui étaient là pour servir en fait un peu de bouffons, divertir la cour. Il y avait une sorte de fascination pour ces personnages. Et d'ailleurs, une fascination qui allait jusqu'à la reine. Et là, moi j'aime bien ce deuxième volet qui semble encore plus scandaleux et un peu plus étrange et peut-être même plus improbable. Mais en fait, on se rend compte que des fois, l'improbable n'empêche pas le... C'est qu'en fait, Marie-Thérèse donc avait effectivement un nain à la cour qui était d'origine africaine, peut-être du royaume du Dahomey. Et qu'effectivement, certains prétendent qu'un enfant qu'elle aurait eu, qui a vraiment existé, en fait, Marianne, si je me souviens bien, aurait été en fait le fruit d'une union de la reine Marie-Thérèse avec je crois qu'il s'appelait Nabo, le bouffon de l'époque qui était donc effectivement d'origine africaine, et qu'effectivement cet enfant Marie-Thérèse, c'est attesté puisque effectivement on accouchait en public. Elle accouchait en public, donc on s'est rendu compte qu'en fait elle n'avait pas du tout le teint rose auquel on s'attendait, quoi. Et donc on aurait effectivement après dissimulé, donc effectivement on l'aurait fait passer pour morte et puis on l'aurait caché en fait dans cette abbaye. Et donc cette Mauresse un peu mystérieuse serait peut-être le fruit adultérin de la reine Marie-Thérèse avec son bouffon, qui lui-même aurait disparu après assez rapidement. Mais qu'est-ce qu'on a comme source sur le sujet, à part les ragots de Voltaire? Voltaire a quand même, je pense que ça va au-delà des ragots, puisqu'en fait il a quand même interrogé de puissants personnages aussi, et donc apparemment il s'est fait une certaine opinion. Mais honnêtement, des fois ça semble un petit peu tiré par les cheveux, donc on a quand même de grands doutes. Donc l'autre version, c'est la fille naturelle avec une servante antillaise. Oui, aussi. Et puis avec toutes les histoires un peu truculentes de l'époque, où en fait on pensait que peut-être Marie-Thérèse aurait accouché de cet enfant parce qu'elle aurait mangé trop de chocolat, par exemple. Donc voilà, c'est bon. Puisque donc oui, il y a plusieurs histoires. Donc ça fait partie de vos mystères. Mystères non élucidés, mais en fait justement c'est peut-être pour donner envie d'aller se faire sa propre idée. Alors vous citez également oui, une autre chose qui était intéressante, c'est le tableau de la Méduse et la façon dont Théodore Géricault compose son tableau. Alors, je me souviens de Pierre Loti qui avait eu cette boutade, il était très fier, il disait « j'ai un ancêtre qui a été mangé sur le radeau de la Méduse ». Oui, alors c'est quoi? Et en fait, le radeau de Méduse, c'est aussi un des grands scandales. On est à l'époque de la Restauration, retour du roi Louis XVIII, et en fait, on va nommer comme commandant de navire en fait, des gens qui n'ont pas du tout navigué depuis des années, qui n'ont pas du tout la compétence, mais effectivement qui ont un nom assez prestigieux, qui appartiennent à des grandes familles. Et si je me souviens bien, le naufrage a eu lieu en 1816. 1816, peu après effectivement le retour du roi. Et donc c'est vraiment un capitaine absolument incompétent, donc il va échouer son navire au large de l'Afrique. Bon, l'histoire, je vais la faire un peu rapidement, mais il y a une lâcheté du capitaine et puis des personnages qui sont là, notamment le futur gouverneur, sa femme et puis quelques officiers qui montent dans la chaloupe avec toutes les vivres et ils demandent effectivement aux braves marins de construire un radeau. Bon, il y a toujours des charpentiers de marine, donc ils arrivent à faire un radeau à peu près l'équivalent de la pièce. Sauf qu'en fait, ils sont plusieurs centaines sur le radeau. Ils sont tellement nombreux que le radeau en fait s'enfonce. Donc ils sont toujours dans l'eau. Et puis en fait, sans vivre. Et puis en plus, là, ils se rendent compte que la chaloupe, le plan était de tirer le radeau vers les côtes. Et puis en fait, ils se rendent compte que c'est absolument impossible de se tirer ce radeau. Donc en fait, on coupe les amarres et on souhaite bonne chance. Et ce qui est horrible, c'est qu'effectivement, la chaloupe, avec les officiers, finira par être récupérée. Et donc ils seront sauvés assez vite. Mais le radeau, lui, va dériver pendant un certain temps. Et là, ça va être l'enfer sur Terre. Enfin, voilà, c'est. Oui,
oui, sur mer en l'occurrence, parce qu'effectivement les requins, la faim, ils se battent entre eux et puis effectivement ils se dévorent. Et donc ça c'est un fait qui va vraiment marquer, ce sera un sondage. Je me suis posé la question, pourquoi cette histoire dans le livre finalement, parce qu'on en parle. Jamais il y aura de la méduse, sauf lorsqu'on va voir le tableau. En fait, ça témoigne un peu aussi de ce qu'était l'époque, avec le retour de Louis XVIII, et qu'effectivement, il y avait certaines négligences, certaines impérities du gouvernement. Donc, on est vraiment dans cet esprit de restauration. Et puis, en fait, moi, ça m'a marqué, parce qu'en fait, là, c'est l'histoire, la petite histoire, mais qui rencontre la grande histoire de l'art, avec effectivement ce tableau de Géricault qu'il faut aller voir avant qu'il disparaisse, puisqu'en fait, il a employé en fait des substances un peu particulières et donc le tableau noircit d'année en année et un jour en fait il va la restauration non là en fait on maîtrise rien sur ce genre de choses et alors là Géricault a fait une œuvre absolument incroyable. Alors pour la petite histoire, je raconte ça à mes élèves pour les encourager à travailler. Si vous allez voir effectivement l'œuvre au Louvre, vous vous rendez compte en fait de la taille monumentale en fait de la peinture, et donc pour se dissuader en fait de se disperser, d'aller sortir voir ses amis, en fait il s'était rasé la moitié du crâne. Comme ça, il avait l'air parfaitement ridicule. Et il était obligé de travailler à son œuvre. Et puis après, en fait, il poussait le scrupule, par exemple, pour le côté un peu verdâtre des chairs, etc. Oui, en fait, il avait demandé en fait à un ami médecin de lui prêter des bouts de cadavres qu'il amoncelait dans son atelier. Donc, il a fini par avoir quand même quelques problèmes avec les voisinages, parce qu'on s'est posé des questions. Des voisins, oui. Et alors, on va terminer ce petit tour des anecdotes avec les taxis de la Marne. Oui. L'histoire, bon, pareil, elle est connue, mais peut-être inconnue aussi du jeune public. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des taxis de la Marne avec la petite anecdote finale? Alors, en fait, en soi-même, c'est pas une bataille, on la présente comme une bataille décisive, mais c'est plus effectivement parce qu'elle a incarné. En gros, effectivement, on est au début de la guerre et les Allemands progressent beaucoup plus vite que prévu. C'est un petit peu la panique. Ils arrivent donc presque aux portes de Paris. Gallieni, en fait, comprend qu'effectivement, il y a urgence, il faut mobiliser les troupes. Les troupes sont ailleurs, et donc, effectivement, comment on va faire pour les acheminer sur le front? Il faut, en fait, au moins stopper l'avancée allemande, en tout cas les premières troupes. Et donc, on va avoir une idée de génie, c'est qu'en fait, on va les acheminer par taxi. Donc, effectivement, à l'époque, c'était majoritairement à pied, à cheval, donc c'était vraiment très, très lent. Et donc, on va mobiliser tous les taxis de Paris, donc les modèles Renault qu'on connaît. Il y en a combien à peu près? Il me semble qu'il y en avait 3000. Oui, quand même. Donc, effectivement, alors, on mettait 4-5 modems, peut-être même un peu plus par taxi, donc on les entassait comme on pouvait. Au final, en fait, il n'y a pas eu c'était pas de grosses troupes qui ont été acheminées sur la Marne, mais en fait l'effet a été sidérant pour les Allemands qui effectivement s'attendaient absolument pas à avoir des Français ici, quoi. Effectivement, une nuit en fait ils ont été acheminés par une noria de taxis. Ça ne devait pas dépasser les 20 km/h. Voilà, oui, et puis surtout qu'en plus effectivement ils étaient chargés à bloc, donc on avait vraiment réquisitionné tout ce qu'on pouvait trouver, et puis effectivement, alors je sais plus, j'ai dit 3000, c'était en tout cas plusieurs centaines de taxis qui ont acheminé quelques milliers d'hommes sur le... 630 taxis qui vont transporter, selon les sources, 3, 5 ou 10 000 soldats. Voilà, c'est ce que j'avais retenu, le chiffre de 3000, mais au maximum 10 000 soldats avec quelques centaines de taxis. Donc en fait, c'était quand même un peu anecdotique. Et donc simplement, ça marquait les Allemands. Dans la bataille de la Marne, il y a 400 000 soldats qui sont engagés. Oui, voilà. C'est vraiment rien. Alors ça a permis quand même de stopper les premières troupes allemandes et donc de marquer les esprits, puis après d'amener le renfort. Et surtout, en fait, là, on peut parler de propagande politique, puisque effectivement, on a trouvé l'idée absolument géniale. Donc, on a en fait monté ça en sauce, et effectivement, c'était l'incarnation en fait du génie français, quoi. Notre capacité à nous adapter. Le système D. Oui, voilà. On n'a pas d'essence, mais on a quand même un petit peu pour acheminer les troupes. Mais non, et c'est aussi un peu le début de l'ère, de la guerre moderne. Donc, effectivement, après, voilà, ce sera vraiment le tragique. Mais là, en l'occurrence, effectivement, ça a permis un peu de mobiliser les énergies en disant, vous voyez, on sait s'adapter, et puis des fois, on a vraiment des idées, on est les premiers à y avoir pensé. Et la petite anecdote finale, c'est que ces braves taxis parisiens ont laissé tourner le compteur.
Oui, en fait, Ça a été négocié, j'imagine. Ouais. En fait, ça choque vraiment parce qu'on pense qu'effectivement, c'est un élan national que chacun a donné en fait de soi. Les taxis, effectivement, tous en fait ont été. Bon, d'abord, ils n'ont pas tellement eu de choix, ils ont été réquisitionnés. Et puis, effectivement, ils ont fait tourner le compteur, mais en plus au tarif le plus cher. Alors, au tarif 2, oui. Oui, hors de la capitale, de nuit. Pour ceux qui prennent un peu le taxi. Bon, je savais pas, c'était déjà d'actualité. Et donc voilà, ça a été le ministère de la Guerre a dû s'acquitter d'une 75 000 francs or. Ouais, je sais pas ça correspond aujourd'hui. Mais... C'est une somme colossale quoi, pour l'époque. Quoi. Donc c'était vraiment surprenant. Bon, ça n'empêche pas effectivement la beauté du geste, mais effectivement on était vraiment dans le symbole. Bah, écoutez, moi vraiment c'est un livre à recommander, voilà, laisser sur la table basse et puis de temps en temps on le prend, on le feuillette, on apprend des choses et puis surtout ça doit inciter bien évidemment les lecteurs à aller plus loin, à fouiller, de prendre un vrai bouquin sur Philippe Auguste. Ah oui, c'est ça, parce qu'effectivement après on peut pas sur un seul chapitre. Bien sûr, bien sûr. Et alors pour conclure, je voudrais vous sur la couverture, votre éditeur a écrit donc par Marc 49 petites histoires de France. De l'histoire de France, par Marc Lefrançois, influenceur numéro 1 en culture G, donc en culture générale j'imagine, sur LinkedIn. Alors j'aime pas trop le terme d'influenceur, je me vois plus comme un créateur de contenu, et c'est vrai que j'ai en fait découvert ce réseau il y a quelques années, 2 ou 3 ans, et je publie quotidiennement. En fait je suis un lecteur compulsif, et j'adore partager justement souvent mes petites anecdotes, mes réflexions, alors c'est sur l'histoire, sur l'art, souvent sur la littérature, des fois c'est des bons mots de Général de Gaulle, de Churchill, etc. Et en fait, comme j'étais le premier à le faire, ça a vraiment plu. Donc effectivement, il y a une sorte de communauté justement qui... Vous avez combien? Je ne sais pas comment on dit sur LinkedIn. Alors, un peu plus de 55 000 abonnés, oui. Et alors, c'est moins qu'effectivement pour ceux qui sont sur les autres réseaux comme TikTok ou YouTube, mais ça fonctionne un petit peu différemment. Et j'ai des interactions qui sont formidables quoi, avec des lecteurs qui sont passionnés et qui ont aussi, pour certains, en fait, des très grandes spécialités et qui sont effectivement j'ai des agrégés en grec ancien ou autre. Donc en fait, ou en histoire ancienne, et on a des débats. Donc en fait, c'est un réseau qui est vraiment fascinant. Quoi. Et donc vous utilisez aussi TikTok et YouTube effectivement, je publie aussi des petites vidéos donc sur TikTok, YouTube, Facebook et puis Instagram. Mais je suis majoritairement sur LinkedIn où à chaque fois, je partage. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Internet et est-ce que Internet, pour vous, est le média idéal pour faire passer l'histoire? Parce qu'on y trouve quand même le pire et le meilleur. Voilà, sur Internet, on trouve que Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée, que... Alors déjà, les algorithmes... en fait, remarque un peu nos centres d'intérêt. Donc, par exemple, effectivement, si on regarde majoritairement de l'histoire, on va nous proposer de l'histoire. Après, effectivement, le problème, c'est qu'on a un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aime beaucoup cette diversité, cette multiplicité. Alors, je pense qu'effectivement, il faut vraiment cultiver en parallèle l'amour du livre, le rapport à l'écrit, et puis effectivement, lire des auteurs sérieux. Et puis, en fait, peut-être aller quelque chose, pas forcément plus vers le divertissement, mais en fait, un autre mode d'accès à la connaissance. Et c'est vraiment fascinant parce qu'en fait, on voit des gens... érudits ou d'autres en fait qui ont simplement qui sont le goût et en fait qui le partagent mais d'une façon remarquable. Et ça c'est vraiment, alors évidemment les différents réseaux ne fonctionnent pas de la même façon, on n'a pas la même qualité non plus dans la production, mais c'est quelque chose qui me captive. Alors ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, donc il faut prendre quand même du recul. Alors, quel conseil vous donnez par exemple à un jeune qui s'intéresse, je reprends l'histoire de Jeanne d'Arc parce que ça m'est tombé dessus hier justement, où je tombe sur un site qui a une présentation très sérieuse, et là j'apprends que donc Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée, mais qu'elle a été enterrée je ne sais où. Les fameux complotistes. Oui, on n'est même plus dans le complot, parce que ça n'intéresse plus personne finalement de savoir si Jeanne d'Arc... plus personne. Voilà, il n'y a pas d'incidence sur notre monde d'aujourd'hui, mais quel conseil vous donnez aux jeunes téléspectateurs justement pour faire la part des choses? Alors, si on aborde Jeanne d'Arc par les livres universitaires d'érudits, ça peut être un peu intimidant et on ne sait pas en fait effectivement quel livre privilégier. En fait, paradoxalement, j'aime bien ces histoires qui peuvent être un peu singulières. J'avais entendu parler effectivement des reliques de Jeanne d'Arc, des fausses Jeanne d'Arc. Donc effectivement, l'idée, c'est peut-être en fait d'abord d'attirer un peu sa curiosité par ces histoires qui sont vraiment des fois un peu ridicules. Cadabrant, je peux bien le dire. Et en fait, effectivement, d'aller après faire sa propre opinion, sa propre idée en consultant tel ou tel livre. Et puis, en fait, au final, de toute
toute façon, on regarde un certain nombre de vidéos et on finit par se faire une bonne idée parce qu'en fait, les vidéos qui sont un petit peu farfelues ne sont pas forcément majoritaires et en fait, on a d'excellentes vidéos ou sur Internet, d'excellents articles qui sont faits par des professeurs universitaires, des professeurs d'histoire et qui sont vraiment de haute tenue. Donc, c'est ne rien négliger. En fait, effectivement, on peut, mais voilà, en gardant son esprit critique. Toujours sourcer, trouver les bonnes sources, les bons éditeurs. Mais le souci de la vérité, évidemment, prime, mais ce qui est surtout important, c'est de garder sa curiosité, son goût, en fait, effectivement, on s'intéresse à Jeanne d'Arc, c'est très bien. Donc, effectivement, peut-être qu'on est tombé sur de mauvaises vidéos, mais ça ne doit pas, en fait, nous dissuader d'aller plus loin. Et puis après, effectivement, peut-être de lire tel ou tel livre. Après, de toute façon, des revues d'histoire, il en existe beaucoup, des livres aussi. Et revues d'histoire européenne, par exemple. Marc Lefrançois, merci infiniment. D'ailleurs, les petites histoires, il y en a un qui en fait très bien, c'est Christopher Lann, que vous allez retrouver juste après cette émission. En attendant, donc, vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo, de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Et puis, je vous renvoie donc aux 49 petites histoires dans l'histoire de France pour parfaire votre culture générale. Merci et à bientôt. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire et dans une nouvelle thématique qui ce mois-ci va être consacrée à un sujet que j'aime beaucoup et que vous aussi du coup parce que vous faites tout comme moi, les victoires inespérées. J'adore ce sujet parce qu'il y en a tellement dans l'histoire de France. Vous savez, c'est ce genre de bataille où on se retrouve à 1 contre 5, 1 contre 10 et finalement on éclate quand même tout le monde. Bon, après il faut dire qu'il y en a eu aussi pas mal pendant l'épopée napoléonienne, mais je vais pas en faire trop là-dessus, sinon on va encore me dire que je suis trop napoléocentré. Ce qui est vrai. Et alors, donc on va parler d'autres victoires inespérées, mais le problème c'est que les plus connues, les plus incroyables, généralement je les ai déjà traitées dans la petite histoire. Alors du coup, pour ne pas vous refaire 2 fois les mêmes épisodes, j'ai décidé que pour celui-ci, donc l'épisode 1 sur 4, j'allais vous faire une petite compile rapide des batailles épiques et inespérées qu'on a déjà abordées. Et ensuite, à partir de l'épisode 2, je reprendrai normalement une bataille, un épisode, et j'essayerai de pas faire du Napoléon. Non, je plaisante, j'y arriverai jamais. Allez, c'est parti. Pour cet épisode 1, je vais vous parler rapidement de 3 batailles déjà abordées dans la petite histoire, donc, mais que je ne pouvais pas mettre de côté pour cette thématique parce qu'elles sont vraiment incroyables et elles ont toute leur place ici. La première, c'est la bataille de Fort-Carillon. Je l'aime bien celle-ci déjà parce que c'est contre les rosbifs, mais surtout, c'est en Nouvelle-France que ça se passe. Et la Nouvelle-France, c'est vraiment le symbole de ces causes perdues magnifiques de notre histoire. Ça se passe en 1758, on est en pleine guerre de 7 ans, triste guerre pour la France puisqu'on perd le Canada, donc le monde, mais justement c'est cette bataille de Carillon qui va redonner espoir à tout le pays. Elle se déroule donc au fort Carillon, un fort français qui contrôle l'accès au fleuve Hudson, et les Britanniques sont bien décidés à s'en emparer, et pour ce faire, ils réunissent une armée colossale pour ce théâtre, 15 000 hommes. Ça peut paraître rien, 15 000 hommes, mais à l'échelle de ce théâtre de la Nouvelle-France, c'est énorme. C'est dire à quel point ça leur tenait à cœur. Alors que de leur côté, les Français ne sont que 3 600, on est donc à 1 contre 4, disons. Et pourtant, pour les Anglais, rien ne va se passer comme prévu, et ça, on le doit à une seule chose, l'arrogance et l'incompétence de leur général, le général Abercrombie. Je sais, il a un blase pourri. Abercrombie a un tel mépris pour les Français et une telle certitude de l'emporter qu'il va tout faire à l'arrache, c'est-à-dire donner des ordres absolument aberrants tout en étant situé lui-même loin de l'action, bien sûr, c'est un Anglais. Sauf qu'en face de lui se trouve le marquis de Montcalm, qui lui a tout préparé, tout prévu, fait fortifier la position et se trouve en permanence au milieu de ces hommes combattant avec eux. Le résultat, c'est que le général anglais va lancer toute une série d'attaques frontales, qu'on appelle aussi dans le vocabulaire militaire des grosses attaques de bourrin, absolument dévastatrices. Les soldats anglais vont être, je cite, fauchés comme de l'herbe, et ils vont se prendre une telle dérouillée qu'ils vont se mettre à paniquer au point de se flinguer entre eux à bout portant dans la fumée et dans la panique. Bref, un désastre. Bon, il tentera bien d'autres trucs, mais ça marchera pas. Les Français vont repousser absolument tous les assauts. Et cette victoire va être retentissante. Jusqu'à Versailles, où on célébrera Montcalm, et elle relancera pleinement l'espoir
pour le Canada français. Malheureusement, vous connaissez la suite de l'histoire, l'espoir sera de courte durée, on va perdre le Canada, mais cette déculottée à 1 contre 4 n'en reste pas moins très bonne à prendre. La deuxième bataille dont j'aimerais vous parler, c'est Montgisard. Montgisard, c'est simple, c'est la plus belle victoire de l'histoire des croisades. Nous sommes le 25 novembre 1177 et l'armée croisée commandée par le jeune Baudouin IV, le roi lépreux, affronte l'imposante armée du sultan Saladin. Quand je dis imposante armée, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les croisés, qu'on appelle alors les francs parce qu'ils sont composés essentiellement de français, ça faut le savoir, ne sont que 500 templiers, 400 hospitaliers et quelques 4000 fantassins. Et cette petite armée va faire face à plus de 30 000 musulmans. Tout d'abord, l'armée de Saladin va faire le siège d'Ascalon, ou Ascalon, je ne sais jamais comment ça se prononce, où se trouvent les croisés et Baudouin, puis, se disant que Jérusalem est du coup pas défendue, le sultan lève le siège et fonce sur la ville sainte. Sauf qu'il est tellement confiant, vu la faiblesse de l'armée chrétienne, qu'il disperse son armée, histoire de permettre au passage à ses hommes de piller les villages alentours, de massacrer les chrétiens et d'achever les prisonniers, tranquille. Grosse erreur de sa part, puisque Baudouin, du haut de ses 16 ans, fait opérer à sa troupe une manœuvre habile le long de la côte, et le 25 novembre, donc, il fond avec ses chevaliers sur l'armée des Ayyoubides. Là, je vous laisse imaginer le spectacle, près de 1000 templiers et hospitaliers qui chargent dans le désert sur une troupe largement plus nombreuse, mais dispersée, et qui emporte tout sur leur passage. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, bordel. C'est plus Montgisard, là, c'est la charge du Rohan, les gars. Avec cette charge puissante et furieuse, les croisés sont inarrêtables, et très vite, c'est la panique qui se répand dans l'armée musulmane, au point que toute l'armée de Saladin est bientôt en déroute. Les croisés se payent même le luxe de culbuter la garde personnelle de Saladin, 1000 mamelouks quand même, mais depuis la bataille des pyramides, on sait toutefois que les mamelouks, ça vaut pas une quiche. La victoire est totale, triomphante pour les croisés, qui remportent, je l'ai dit, la plus belle victoire des croisades, et on rapporte même que l'armée de Saladin a été presque complètement anéantie et qu'il a perdu 9/10 de ses hommes. Une victoire à 1 contre 6 quand même, qui aura un retentissement dans toute la chrétienté et fera la réputation des ordres religieux que sont les Templiers et les Hospitaliers. Elle avait donc toute sa place ici. Dernière bataille, on en a déjà parlé aussi dans la petite histoire, mais celle-là, fallait clairement pas passer à côté, parce que tout à l'heure, on était en 1v4, puis en 1v6. Là, on part carrément sur du 1v10. Il s'agit bien sûr de la bataille de Bir Hakeim, où quelques légionnaires et troupes coloniales de la France libre vont tenir tête aux Italiens et aux Allemands commandés par Rommel. Nous sommes en mai 1942 et l'Africa Corps de Rommel lance une grande offensive vers l'Est avec pour objectif l'Égypte et le canal de Suez. Rapidement, les troupes britanniques sont en déroute, mais sur ce front, une seule position résiste, celle des Français, à Bir Hakeim. Pendant 16 jours, les 3700 hommes du général Koenig vont résister héroïquement aux assauts des Italiens, puis des Allemands qui seront au total plus de 30 000. Je vous ai dit, là, on est quasiment à 1 contre 10. Dans un premier temps, ils repoussent tous les assauts italiens à l'aide de simples trous creusés à 1 mètre de profondeur dans le sol et quelques canons de 75 transformés en canons anti-chars. Au point que Rommel, qui pensait que Bir Hakeim ne serait qu'une formalité, finira par engager toutes ses troupes pour venir à bout de la position, en vain. Les Italiens d'abord, les Allemands, les divisions blindées arrivées en renfort, les bombardements quotidiens de la Luftwaffe, rien ne viendra à bout de la résistance héroïque des Français qui vont tenir pendant 16 jours, se battant même sur la fin à la grenade par manque de munitions. Un général allemand dira, je cite, n'avoir jamais affronté au cours de toute la guerre du désert une défense aussi acharnée et héroïque. Et l'exploit sera salué par tous, même par Hitler. Cette résistance désespérée de 16 jours permettra aux Britanniques de se replier en bon ordre, puis de remporter la victoire d'El Alamein quelques jours plus tard. Il s'agit ici du premier succès de la France libre, et quel succès, qui lui permettra de se faire un nom et une place surtout parmi les Alliés. C'est une bataille absolument incroyable, et là aussi, fallait en parler. Merci à tous pour votre attention, j'espère que cette compilation vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve donc avec un épisode classique qui traitera cette fois d'une seule bataille, et il s'agira d'une bataille assez méconnue, la bataille de Cocherel, menée par le grand Bertrand du Guesclin. Salut.